Bonjour Caroline, Bonjour Justine. je suis ravie de te recevoir pour cette entrevue et on va faire ça très simplement. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, je peux me présenter. Donc, je m'appelle Caroline Robineau, je suis consultante en parentalité et formatrice et je suis donc maman de 3 garçons et j'habite sur la région nantaise. Voilà, en quelques mots. Ok. Est-ce que tu peux me parler de ce qui t'a amené à être consultante en parentalité? Ouais, tout à fait. Ben, en fait, c'est vraiment mon histoire, l'histoire de ma parentalité qui m'a amenée sur ce chemin-là. Alors, très progressivement, puisque c'est seulement à la naissance de mon troisième garçon que j'ai commencé à vraiment m'interroger sur le sens et ce que je mettais dans ma façon d'être maman. Voilà, de me questionner, de me dire, bon, voilà, il y a des choses qui me conviennent pas dans ce que je fais, ce qui était en fait ce que je reproduis de ce que j'ai connu et du coup, j'avais envie de trouver une autre façon de faire, qui me corresponde plus, qui soit aussi moins difficile pour moi, c'est-à-dire, moins en dissonance avec, ce que j'avais vraiment envie d'être et donc la naissance de mon troisième garçon m'a fait, vraiment, m'intéresser plus en profondeur au sujet de la parentalité et donc j'ai commencé à d'abord, participer à des ateliers pour moi personnellement et puis progressivement, je voyais que ça me faisait tellement, vibrer et que ça me parlait énormément que j'ai eu envie de transmettre forcément. C'est ce qui arrive, chez beaucoup d'entrepreneurs et du coup, voilà, la transmission, bah, j'ai commencé, sur des ateliers collectifs et puis, progressivement, j'ai vraiment, étoffé, mes compétences et je me suis formée, de façon beaucoup plus solide aussi pour pouvoir accompagner, les personnes, en séance individuelle et en couple. Ok. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce que tu as fait comme formation et ce que tu as pu approfondir? Oui, tout à fait. Donc la grosse formation qui fait que je suis consultante aujourd'hui en parentalité, c'est la formation avec, Catherine Dumonteil-Crémer, donc la formation de consultante, au sein du réseau Parentalité Créative. Donc cette formation-là, elle se déroule sur 2 ans et c'est une formation qui, est à la fois, introspective, c'est-à-dire qu'on va vraiment, aller, retravailler notre histoire, on va, voilà, essayer de se questionner sur, notre vie d'enfant, d'adolescent, et pour pouvoir aussi mieux accompagner les parents. En fait, c'est toujours à la fois ça se passe chez nous et c'est dans, cette vision de pouvoir ensuite mieux accompagner les parents parce que finalement, quand on accompagne des personnes, on se rend bien compte que parfois il y a des résonances avec, notre histoire et que, si nous, on n'a pas travaillé véritablement sur notre histoire, ben, il y a des risques aussi de faire, des formes de projection ou, en tout cas d'avoir des attentes qui correspondent plus à ce qu'on aurait attendu de nous ou de nos parents. Donc, nous, c'était vraiment le point phare, c'était de travailler son histoire pour ne pas être dans une forme de projection sur, les personnes qu'on accompagne. Et puis, donc on a travaillé à la fois sur tous les sujets de fond, du type, le développement de l'enfant, les neurosciences, l'attachement, la communication non violente, l'adolescence, l'intimité, enfin voilà, tous ces sujets-là qui sont, évidemment les émotions, en long, en large et en travers. Et puis, on a aussi beaucoup travaillé sur, toutes les techniques d'animation de groupe, puisque une grande partie de notre travail aussi, c'est l'animation d'ateliers collectifs. Donc on a beaucoup travaillé aussi sur ces sujets-là et puis, sur, le coaching, l'accompagnement individuel, voilà, comment on accompagne les personnes, dans leur prise de conscience et cetera. Donc voilà, c'est une formation hyper complète, qui vraiment nous permet à la fois, voilà, de se sentir solide dans son histoire et du coup, d'accompagner de la façon la plus, stable possible les personnes qu'on va accompagner nous-mêmes. Et puis aussi d'avoir, tout un tas de ressources, de techniques, d'outils pour accompagner et pouvoir piocher dans chacune
des pépites qu'on a pour, voilà, toucher au mieux, le développement de la personne, quoi. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu fais et de l'accompagnement de groupe et de l'accompagnement individuel ou de couple? Exactement. Je fais des ateliers collectifs, de l'accompagnement individuel de couple et je suis aussi formatrice, donc pour les professionnels, de la petite enfance, de l'éducation, donc ça peut être des enseignants, des animateurs périscolaires, des professionnels, de crèche. Voilà, j'accompagne en fait toutes les personnes qui accompagnent les enfants. Donc je les accompagne, uniquement elles, moi, je juste la partie adulte. Donc heu, donc voilà, mais oui, effectivement, j'ai, ces différentes, possibilités, pour, accompagner les familles, dans leur, globalité, en fait. OK. Tout à l'heure, tu disais notamment, pour la partie individuelle, mais en fait pas que, qu'il peut y avoir, une forme de résonance et quand il y a une forme de résonance, c'est bien d'en prendre conscience pour éviter de projeter, sur l'autre, que ce soit notre histoire ou ce que l'on peut penser. Comment repères-tu, chez toi en tout cas, qu'il y a une résonance ou qu'il n'y en a pas? Mmh. Ben, ça, c'est vrai que c'est un exercice que, qui je trouve, enfin, s'affine avec le temps, avec l'expérience aussi. Au début, je pense que j'en prenais un petit peu moins conscience et puis aujourd'hui, c'est vrai que je sens que quand, parfois, le parent que j'accompagne me parle, je sens, tu vois, corporellement des soit il y a quelque chose qui se crispe à l'intérieur, soit il y a de l'émotion qui arrive ou alors je aussi ça peut être, un moment où je vais me détacher un peu, tu vois? Comme si je faisais un pas de recul et ça, je sens à l'intérieur que c'est un indicateur pour me dire: «Bon, là, tu as un petit truc qui bloque chez toi ou qui vient, faire écho avec, l'histoire de la personne, et du coup, voilà, c'est des choses, moi, après, que je vais noter à la fin de la séance pour aller les retravailler de mon côté. Nous, dans le réseau parentalité créative, on a beaucoup d'écoute mutuelle, donc de séances d'écoute où vraiment on vient, essayer de s'accompagner sur, sur justement, encore notre histoire et puis ce qui nous traverse quand on accompagne les parents et donc ça, c'est des choses que, voilà, je repère dans mon mais c'est plutôt dans mes sensations, dans mon langage corporel que je le sens moi. Donc évidemment, j'essaye enfin, je pense que les parents ne le voient pas, parce que c'est ouais, c'est des micros, mouvements intérieurs quoi. Mais moi je sais quand ça se passe. Alors probablement que je sais pas tout le temps non plus. Je suis aussi, humaine, hein, donc voilà, il y a probablement des endroits où je le repère pas, mais je repère quand même, régulièrement qu'il y a des choses. D'accord. Et comment est-ce que tu répartis un peu ces différentes activités? Parce que entre le groupe, le collectif et l'accompagnement des professionnels, ça te fait quand même 3 grandes casquettes. Oui. Et ben, écoute, moi, j'ai adopté un un fonctionnement, que j'avais, découvert, il y a quelque temps avec c'était un hypnothérapeute qui faisait ça. En fait, j'ai une semaine où je m'occupe vraiment que de la partie consultation. Donc, je suis 100 dans mon cabinet, 100 du temps que j'ai. Donc, moi, je travaille, 4 jours par semaine à peu près. Donc il y a une semaine où voilà, je suis vraiment, au cabinet, je reçois donc, les personnes, seules ou en couple et je les accompagne là-dedans et puis si j'ai des trous, bah, j'en profite pour faire un peu, le travail, back office, des entrepreneurs quoi, des personnes en libéral et puis l'autre semaine, je me consacre plus à tout ce qui va être la partie collective. J'ai adopté ce fonctionnement-là parce que je me suis rendu compte que c'était super difficile pour moi de jongler entre, de la consultation individuelle la journée et le soir animer un grand groupe. En fait, les 2 sont assez énergivores, mais de façon différente. Et pour moi, vraiment d'alterner, c'était vraiment pas confort. Je sentais que, voilà, je manquais un peu d'énergie et puis quand j'anime des ateliers collectifs auprès des parents, c'est vrai que c'est plutôt en soirée. Donc ça voulait dire aussi me faire une journée en cabinet, plus ensuite enchaîner avec des soirées en animation de groupe et du coup, c'était plus délicat.
Donc, ça m'arrive encore qu'il y ait voilà, des choses qui se croisent si mes partenaires n'ont pas de choix de date. Ben, voilà, je m'adapte aussi. Mais la plupart du temps, je suis une semaine en cabinet et une semaine plutôt sur la formation professionnelle et les ateliers collectifs avec les parents. D'accord. Qui est assez logique, même si la vocation est la même, qui est celle d'aider son prochain, du moins aider l'accompagnement des enfants à travers les adultes, en fait. Ouais, Euh, les énergies sont très différentes entre la relation individuelle et l'animation d'un groupe collectif. Mm. ouais, complètement. Et comment fais-tu pour trouver ton équilibre parmi tout ça et garder ce fameux équilibre pro-perso? Ah, le fameux. C'est ça. Alors ça, c'est tout un sujet. Écoute, moi, je trouve que c'est, alors je parle souvent d'équilibre dans le chaos. Heu, c'est un peu comment on arrive à rester sur, tu vois, à surfer sur la vague, à rester sur sa planche sans trop tomber. Mais en vérité, enfin, chez moi, en tout cas, c'est un réajustement permanent. C'est-à-dire que je trouve que, il y a tout le temps des périodes où je vais être, 100 enfin, en tout cas, pas 100 mais mon esprit va être complètement tourné vers, le développement de mon activité, de mon entreprise, vers, les personnes que j'accompagne et du coup, je vais me rendre compte au bout de quelques mois que, ouah, je suis pas très présente à la maison et du coup, ça tend les relations aussi. Donc du coup, là, je vais faire 2 pas de recul. Enfin, tu vois, je suis tout le temps en train de réajuster comme ça. Et puis parfois, bah, voilà, je me dis: «Bon, là, ça va, je suis assez tranquille et je vais investir complètement, ma vie de maman et ça va être super aussi». Donc j'essaye tout le temps de réajuster un petit peu, mais je dirais que ça, c'est plutôt en termes d'énergie parce qu'en vérité, au quotidien, moi, je travaille quand même, bah, 4 jours par semaine, voire un peu moins parce que j'ai un enfant qui est porteur de handicap, qui a besoin aussi que je sois un peu présente à la maison pour alléger son emploi du temps et du coup, voilà, c'est aussi, ce temps-là que j'enlève aussi de ma semaine et mes journées en sont pas très, très, enfin, c'est pas des journées comme, certaines personnes peuvent faire dans le salariat, ou même dans l'entrepreneuriat d'ailleurs, de 8 heures à 19 heures quoi. Je fais jamais des journées comme ça, moi je c'est pas possible pour moi non plus donc voilà, donc du coup, c'est des journées quand même assez courtes. Ça m'arrive tu vois, de reprendre mon ordi le soir, quand les enfants sont couchés, pour essayer de finir certains trucs, que je que je laisse toujours un peu traîner. Mais voilà, c'est un petit peu comme ça que je trouve mon équilibre. C'est à la fois en allégeant ma semaine et en même temps, bah, quand il y a besoin, voilà, je retravaille un petit peu le soir. Et puis ensuite, à l'échelle de l'année ou en tout cas depuis que j'ai développé mon activité, bah, voilà, c'est tout le temps un jeu d'équilibrage. Voilà, un coup c'est comme ça, un coup c'est comme ça et puis, je ne crois pas enfin moi je crois pas trop à cet équilibre parfait, j'ai pas la sensation que je peux y arriver, quoi. Je comprends. Moi, je trouve ça beau qu'avec trois enfants, tu arrives à travailler parce que il y a, alors je ne retrouverai plus l'acronyme, mais en Charente-Maritime, notamment, il existe une structure qui aide les femmes sur la partie juridique et aussi sur la partie professionnelle pour retrouver du travail, etc. Et dans leurs estimations, elles avaient observé qu'à partir du deuxième enfant, déjà, il y a une partie des femmes qui diminuent leur temps de travail. Et à Mmh. partir de trois enfants, il y en a un grand nombre qui s'arrêtent de travailler. Mmh. Je trouve Ouais. ça, moi, enfin, je trouve ça remarquable d'arriver à concilier à la fois la partie relation avec les enfants, mais il y a aussi la relation de couple et la partie travail. Mmh. Ouais. C'est un vrai challenge. Très challenge, hein. On va pas se le cacher. Euh, Aujourd'hui, toi, qu'est-ce qui te plaît le plus, allez, que ce soit dans la partie accompagnement individuel ou dans la partie collective?
Alors ce qui me plaît le plus dans l'accompagnement des personnes, je dirais en individuel ou en couple, en fait, ça va être moi, ce qui m'anime beaucoup, c'est la partie couple. Hem, pour, heu, pour sentir, vraiment, enfin, je sens vraiment encore plus fort dans le couple à quel point nos histoires viennent, actionner des boutons chez l'autre, en plus de nos enfants qui eux, soulèvent, souvent nos blessures, les mettent en lumière. Je trouve que dans le couple, il y a vraiment, cette partie-là où quand on a compris que l'autre, finalement, n'est pas juste en colère contre nous, mais est blessé dans sa propre histoire et que ce qu'on fait, ça vient réappuyer sur quelque chose, ben, je trouve que du coup, on dénoue vraiment beaucoup de choses, quoi. On a vraiment, beaucoup de douceur qui vient se mettre en place l'un envers l'autre, parce qu'on sait que, voilà, c'est pas juste, j'ai envie de voilà, j'ai envie de me confronter à toi. C'est plutôt, voilà, ma part blessée, là, elle est vraiment, touchée et du coup, je réagis d'une façon, enfin, souvent avec une stratégie plutôt, heu, offensive et c'est ça qui fait, que, voilà, quand on vit avec des enfants et qu'on est en couple, il y a vraiment beaucoup de ça qui vient se mettre en place. Donc moi, accompagner cette partie-là, ça m'anime énormément. Donc ça me plaît beaucoup et puis de vraiment d'être, au plus proche des besoins des parents que j'accompagne, quoi. C'est-à-dire que, hem et ça, c'est pareil dans le collectif. Je trouve que, délivrer une méthode toute faite qui serait, pas du tout duplicable dans la vie des personnes, moi, c'est vraiment, un truc enfin, qui m'éteint quoi, qui m'éteint complètement et donc je suis toujours à vraiment essayer d'aller, toucher du doigt, ben, comment ça peut, être vivant dans le quotidien des personnes, quoi et donc qu'est-ce qu'on va vraiment le détail du détail qui va pouvoir être mis en place chez la personne. Si c'est pour donner des méthodes toutes faites, qui correspondraient à tous et à toutes, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que, ça fasse sens et que ce soit applicable dans la vie des personnes. D'accord. Globalement, quand un couple vient te voir, quelle est la durée de l'accompagnement? En moyenne, évidemment, tout le Ouais. monde est différent mais il y a forcément j'imagine des chiffres qu'on retrouve, en Oui, ouais, tout à fait. Globalement, moi, avec les couples, je dirais que ça dure entre 6 et 10 séances. On est sur 6 séances si, je dirais qu'il y a pas de il y a pas de conflit, profond dans le couple déjà, qu'il y a des valeurs qui sont vraiment communes et que c'est plutôt: «OK, comment on se soutient et on» enfin, pas on se soutient, mais comment on ajuste nos interventions au quotidien et qu'on se soutient en dehors. Voilà, comment on reste en lien, en fait, dans nos interventions, chacun. Et puis quand il y a un peu plus de difficultés, quand il y a pas eu encore trop de prise de recul aussi sur l'éducation des enfants, sur ce qu'on veut vraiment, tu vois? Sur par exemple, c'est quoi nos grosses valeurs, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants? Est-ce qu'on est raccord sur, par exemple, punition, pas punition, tu vois? Ce genre de choses et ben, voilà, quand ce travail-là, il a pas été fait, ça peut durer un peu plus longtemps pour qu'on ait le temps vraiment justement d'aller, hem, voilà, s'appuyer sur quelque chose de solide, reconsolider la base avant d'être dans, vraiment le concret, quoi. Mmh mh. Je comprends. Je vois, c'est vrai OK. C'est une question intéressante ça, punition, pas punition. Mmh. Ouais, c'est l'exemple là qui est venu tout de suite comme ça. Bon, même si voilà, moi je suis pas là pour les orienter, mais je suis là aussi pour, peut-être, comprendre quel sens ils mettent eux derrière, tu vois, le système de punition. Voilà, qu'est-ce qui est à l'œuvre en fait chez l'adulte quand il punit, quoi? Et comment on peut trouver des solutions, hem, ben, soit enfin, dans ma préférence alternative,
Parce qu'évidemment, enfin, voilà, nous, on n'est pas dans le mouvement, de se dire que la punition, c'est favorable à l'enfant et puis, bon, ce sont quand même aujourd'hui des vérités scientifiques, hein, donc voilà, c'est un peu un appui des neurosciences qui nous permet aussi de se dire que, voilà, ça, globalement, ça va pas être favorable à l'enfant, mais parfois le parent est assez éloigné, en fait, de ces données-là, tu vois? De faits neuroscientifiques, de la loi aussi contre les violences faites aux enfants, des chiffres aussi, de toutes ces violences, qui sont faites aux enfants avec, un peu ce compartiment, enfin, la façon de compartimenter, les fessées, les punitions, de toutes les autres, formes de violence, qu'on appelle maltraitance. En vérité, le fil entre les 2, il est très mince on n'arrive pas à l'un sans l'autre, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu aussi, moi, je les accompagne plutôt sur la prise de conscience de qu'est-ce qu'on cherche, en fait, avec la punition et comment on peut y arriver autrement. Voilà, c'est un petit peu ça le chemin. Et parmi les grandes lignes des solutions alternatives, qu'est-ce que tu as dans ta besace? Qu'est-ce que j'ai dans ma besace? Bah, écoute, c'est enfin, voilà, c'est une question, qui est toujours plus intéressante quand elle est contextualisée. Mais, par exemple, un parent qui va, je sais pas, punir son enfant parce que, il a eu un mauvais comportement à l'école, ben, on va d'abord venir interroger c'est quoi les attentes qu'on a vis-à-vis de l'école? D'où ça vient? Est-ce qu'il y a un enjeu sur, bah, en fait, je m'inquiète par rapport à ton avenir professionnel, à ton avenir tout court et comment déjà on va venir apaiser ça? Donc tu vois, en fait, la solution concrète, je l'ai pas encore au début, mais déjà on va venir regarder, mais c'est quoi nos inquiétudes par rapport à ça? Qu'est-ce qui fait que on va venir enclencher des punitions? Et on va aussi regarder les effets que ça a, la punition. Qu'est-ce que ça enclenche? Ben, souvent, ça va, distendre le lien entre le parent et l'enfant. Ça va faire que l'enfant, il va peut-être chercher, la façon de contourner, en fait, la confrontation. Donc, si par exemple, il a des mauvaises notes à l'école, bah, il va peut-être les cacher. Il va peut-être, je sais pas, signer à la place du parent le carnet de liaison. Tu vois? En fait, il va adopter aussi des stratégies pour que, il n'ait pas à revivre ça. Et donc nous, on va plutôt chercher à aller dans le dialogue et à faire dire aux parents, qu'est-ce qui se passe pour lui, à l'enfant. C'est-à-dire qu'un parent qui est inquiet, par exemple, il va dire: «Bon, bah, je vois que tu as eu des punitions, enfin que tu as eu, je sais pas, une très mauvaise note ou que tu as séché les cours». Et là, on va chercher à aller dans le dialogue. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Comment c'était pour toi? Et puis si l'enfant, il arrive à faire confiance à son parent pour lui parler, bah, du coup, il va peut-être comprendre des choses déjà. Et ensuite, moi, je vais inviter le parent à aller, bah, peut-être verbaliser: «Bah, moi, je suis inquiet pour ton avenir. Voilà, je me dis que l'école, c'est important pour moi, au sens où, je pense qu'il y a besoin d'un diplôme pour, réussir et cetera. Et qu'est-ce qu'on va trouver comme solution alternative?» Donc là, on va aussi, donc c'est un peu ça, la solution, qui serait pas la punition, la solution alternative, c'est comment on va essayer de rejoindre le besoin du parent, son inquiétude et le besoin de l'enfant qui serait peut-être plus de sens, plus de liberté. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Est-ce qu'on peut, aller discuter avec les enseignants pour dire: «Bon, bah, là, c'est pas assez concret pour mon enfant. Est-ce que, on peut essayer de trouver des alternatives?» Est-ce que nous, on peut essayer de l'intéresser par ailleurs, en faisant d'autres choses nourrissantes pour lui qui feraient que, du coup, il se sent suffisamment nourri à l'extérieur pour tenir en classe. Enfin, tu vois, en fait, c'est cette recherche-là et c'est pour ça que nous, notre organisme, il s'appelle Parentalité créative. C'est parce que nos solutions, elles sont jamais, c'est pas, la punition est là, on a ça, ça, ça. Non, il y a mille et une façons de faire autrement qu'avec la punition et du coup, nous, c'est ce qu'on cherche avec le parent, mais on le construit avec lui, à chaud, quoi. Ouais. J'entends beaucoup de la démarche CNV derrière. Quel est, Complètement. quel est Mmh. le fait? Qu'est-ce qui se passe de manière objective?
Qu'est-ce que ça déclenche chez moi comme émotion? Quel est le besoin qui a été nourri ou pas nourri? Pareil chez l'autre et à partir de nos besoins respectifs, Ouais, comment est-ce qu'on fait pour trouver une solution qui répond à à tes besoins et aux miens? exactement. Ouais. J'avais regardé récemment, et c'est l'objet de plein de débats. euh, Mmh. je me souviens plus, c'est une psychologue dont j'ai pas retenu le nom qui disait, elle parlait de l'éducation positive. Elle disait la problématique avec ça, c'est que les parents n'ont plus, donc ils peuvent pas mettre de fessée, pas mettre de claques. Ils pensent qu'ils ne peuvent plus punir et donc ils se retrouvent avec des enfants chez les petits là, 2, 3 ans, 4 ans parfois qui tapent ou qui n'écoutent pas ce que dit le parent, va te laver les dents une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois et les parents se sentent dépassés et elle disait: «La punition n'est pas un problème à partir du moment où elle est expliquée et à partir du moment où elle est, adaptée». Et elle disait: «Un enfant de 2, 3 ans, on peut le mettre au coin, dans sa chambre, dans un endroit où il est calme, en sécurité, 1 minute et puis après on va le chercher, on discute». Et je trouvais ça, bref, ça me revenait en tête en parlant avec toi. Oui, bah, c'est sûr qu'il y a des bon, comme dans toute nouvelle, façon de faire qui arrive, il y a, des extrêmes qui, voilà, qui viennent aussi, être controversés. Mmh. C'est sûr que la lecture de l'éducation positive en France, elle a été parfois, mal interprétée ou mal comprise parce qu'en fait, il faut vraiment aller en profondeur pour comprendre le sens profond de ce que c'est l'éducation positive. C'est respecter l'enfant comme une personne à part entière. Et donc, c'est sûr que, il y a eu, je pense, à un moment où peut-être des personnes ont pris des bouts de conclusion en se disant: «Bon, bah, on pose plus de limites». Non, on va poser des limites dans l'éducation positive, seulement on sait aujourd'hui et ce que je te disais tout à l'heure, grâce aux neurosciences, que la punition, les humiliations telles que, par exemple, mettre au coin ou isoler, les violences psychologiques, ça a des répercussions tout à fait néfastes pour l'enfant et ça va créer plutôt de l'agressivité et des comportements de délinquance, alors que si on l'accompagne avec du respect, tout en posant des limites. Oui, un enfant ne doit pas taper. Seulement à 2 ans, il n'est pas capable de ne pas taper, pour le moment. Nous, on va lui apprendre et moi, ce que je dis souvent aux parents que j'accompagne, c'est qu'en fait, toute cette phase de construction, vraiment du cerveau et des circuits neuronaux qui va se faire, déjà dans un premier temps, il y a une première étape autour de 6, 8 ans, et ensuite jusqu'à 24 ans. En tout cas, la période déjà jusqu'à 6, 8 ans, vraiment l'enfant, il n'a pas du tout accès à cette partie, qui va être, raisonnée. C'est pour ça qu'on appelle, l'âge de raison autour de 7 ans et donc avant cet âge-là, en fait, l'enfant, il est complètement débordé par ses émotions et par exemple, un enfant qui va être en colère, oui, il va taper, il va mordre, mais ça a toujours été le cas. C'est pas à cause de l'éducation positive, ça a toujours été le cas. Enfin, moi, j'ai souvenir de plein d'enfants que je voyais avant qu'il y ait l'éducation positive vraiment très répandue. Bon, ça a toujours existé. Donc en tout cas, nous, ce qu'on va faire en tant qu'adultes, c'est qu'on est là comme moi, je dis souvent on est des co-régulateurs. Donc ça veut dire qu'on accompagne l'enfant à apprendre, enfin, on va l'accompagner dans la régulation de ses émotions à lui. Donc pour ça, ça veut dire que nous, l'adulte, déjà, on a régulé les nôtres. Donc on n'arrive pas avec, la moutarde qui monte au nez, on déborde de colère et puis on essaye de se retenir à tout prix. Non, déjà, on va réguler les nôtres dans un premier temps et ensuite on peut intervenir auprès de l'enfant en lui montrant que on ne tape pas, donc par exemple, s'il est en train de taper, ben, on va arrêter sa main, on va juste la bloquer, mais sans violence, sans agressivité. Mais on va la bloquer pour qu'il puisse, voir que c'est pas autorisé et on va lui dire: «Non, c'est interdit. Je vais t'apprendre à faire autrement» et donc là, on va lui montrer un autre chemin ou juste on va attendre parce que quand il est dans son émotion, de toute façon, c'est pas le moment de lui expliquer 1000 choses. Donc tu vois, c'est ces mécanismes-là, en fait, où, ben, plutôt que de mettre un enfant au coin qui là, va se sentir misérable, il va, se sentir vraiment humilié, il va perdre confiance en l'adulte aussi
et il va pas du tout apprendre à réguler ses émotions. Il va se résigner, en fait. Donc s'il se résigne, ça veut dire que c'est une personne qui ensuite aura du mal à trouver, de la joie dans sa vie, du sens à sa vie et qui va, tu vois, être un peu tout le temps abattu, quoi. Donc ça, c'est vraiment aussi, des choses qu'on observe et qu'on comprend quand on s'intéresse à la théorie de l'attachement. C'est qu'à un moment donné, les enfants qui sont, auxquels on ne répond pas, voilà, en étant présent et disponible, eh ben, ils vont finir par se résigner et ça donne pas des adultes qui ont beaucoup d'élan dans leur vie. Donc, c'est triste, tu vois? C'est voilà. Et donc tu disais que les adultes, dans ta vision du monde, étaient, notamment avec les enfants, des co-régulateurs. Ouais. Et quel conseil, on va parler de conseils, de Ouais. méthodologie, peu importe, quel conseil tu pourrais donner à des adultes pour les aider à s'auto-réguler eux-mêmes ou du moins à retrouver une posture, alors certains appellent les postures coach, les postures de centrage, peu importe Mmh. le nom. Ouais. Alors moi, je trouve que c'est toujours intéressant quand on est adulte, enfin les adultes de notre génération, j'ai l'impression qu'on a quand même été très nombreux et nombreuses à être un peu déconnectés de nos émotions et je trouve que c'est un peu la première étape pour apprendre à réguler. Il faut déjà sentir. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre, voilà, ce qui se passe dans notre corps et moi, je trouve que des pratiques corporelles, ça va vraiment nous aider à sentir ce qui se passe dans notre corps. Donc ça peut être corporel ou psychocorporel. Moi personnellement, je suis passée par le yoga, mais ça peut être, enfin je suis passée aussi par la respiration, mais ça peut être, n'importe quelle forme de pratique corporelle qui va nous inviter vraiment à sentir dans notre corps ce qui se passe, je trouve en parallèle de s'observer. Donc ça, c'est hyper difficile, mais je trouve que c'est un essentiel absolu pour pouvoir se réguler ensuite. C'est-à-dire, OK, bah, là, par exemple, moi, les premiers pas quand j'ai commencé mon chemin, sur l'éducation positive, ça a été de voir à quel moment je m'énerve contre mes enfants. OK, là, je me suis énervée. Bon, heu, je m'observe, voilà, je vais le soir débriefer avec moi-même en quelque sorte, en me disant: «Bon, bah, là, à ce moment-là, je me suis énervée, qu'est-ce qui a pu être déclencheur pour moi?» Et juste essayer de sentir et progressivement, quand on fait ça de façon, un petit peu régulière, on va pouvoir sentir dans notre corps, les moments où ça arrive et du coup, quand ça arrive, là, on peut parler déjà d'autorégulation. Donc moi, l'autorégulation, alors il y a 1000 façons de faire. On peut respirer, on peut, enfin faire, 3 grandes inspirations, souffler. Moi, j'ai besoin d'aller crier souvent, donc je vais aller crier, dans un coussin. Ça peut être, de déchirer du tissu, du papier. Parfois, ça va être de pleurer. Il y a des personnes pour qui les pleurs vont venir rapidement, donc ils vont tout de suite avoir envie de pleurer et donc une fois que les pleurs nous ont un peu, nettoyés, bah, on peut, revenir, dans quelque chose de plus régulé. Mais en tout cas, pour moi, ça passe par quelque chose qui va être quand même physique, tu vois? Voilà, dans le corps. Ouais, 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 ça me parle, je comprends. D'abord, Mmh. il y a une phase en fait qui peut être de la pratique et de l'auto-observation. Et puis plus on s'auto-observe, plus ça permet de prendre conscience du déclencheur et de concrètement comment ça se passe quand l'autorégulation n'est plus là. Et après, en termes de pratiques, on va dire symptomatiques ou de secours, de bouées de sauvetage, donc il y a les cris, la respiration, déchirer du papier, du tissu, des pleurs. Ouais, c'est intéressant. J'avais jamais pensé à déchirer du papier ou du tissu, je vais l'essayer. Mmh. Bah, le tissu est un peu plus résistant si on a besoin. Donc ça voilà, ça permet de vraiment, tu vois, ça fait le bruit en plus. C'est intéressant, on le voit pas, ou en fait, non, c'est l'image que j'ai dans la tête. Je vois des enfants avec un spectre autistique qui font. Alors j'ai dû le voir faire si j'ai cette Mmh. image. Mais c'est vrai que ça peut être pas mal aussi chez les enfants Oui, bien sûr. hum, quand ils sont en colère. Ah, Ouais. c'est, je vais tester ça. Je vais mettre un petit stock de papier là. Option papier toilette ou papier en papier pour écrire. Oui.
Ça. carrément. Mmh. Et c'est toujours pareil, tu vois, les options qu'on va proposer à nos enfants, moi, je trouve que c'est intéressant de les avoir déjà testées pour soi. Mmh. C'est toujours, enfin, voilà, c'est le truc de, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Mais en fait, ben, les enfants, ils font ce qu'on fait. Donc, si nous, quand on est en colère, par exemple, je sais pas, on balance un objet à travers la maison, bon, ben, il va se passer ça chez nos enfants aussi. Alors que s'ils nous voient apprendre à réguler nos émotions, moi, honnêtement, j'ai commencé à apprendre à sentir et réguler mes émotions, j'avais plus de 35 ans, quoi. Donc, enfin, on peut le faire à tout âge. Donc, voilà, ils m'ont vu des fois crier dans des coussins, mais c'était pas, enfin, je leur faisais pas peur, c'était pas dirigé contre eux, donc c'était OK, en fait. Mais ils ont vu que j'apprenais à réguler mes émotions et après ils ont pu aussi, eux, expérimenter des choses et en plus s'entraider aussi, tu vois? Il y a aussi ça qui se met en place, c'est, ben, ils m'ont vu faire, donc ils savent comment ils peuvent aider, leurs frères, quoi. Mmh. Ah oui, c'est chouette quand il y a un groupe, enfin quand oui, quand il y a un groupe, quand il y a une fratrie, Mmh. une espèce d'émulation qui se met en place. Qu'est-ce que, à la volée comme ça, est-ce que tu aurais un conseil pour les parents ou pour les entrepreneurs qui ont des enfants, Oui. J'en ai plein des conseils. Non, un des plus importants à mon sens, c'est de se constituer une tribu, un village, qui va être soutenant et soutenante, pour nous, en fait, parents. Parce que, la vie de parent, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Honnêtement, enfin, si quelqu'un, nous dit l'inverse, voilà, pour moi, il y a anguille sous roche. Donc en fait, c'est de savoir qu'on a des personnes, auprès desquelles on va pouvoir se confier, auxquelles on va pouvoir trouver aussi parfois du relais. Donc ça veut dire, bah, parfois quand on n'y arrive plus: «Est-ce que tu peux me garder mes enfants 2 heures parce que, vraiment c'est trop difficile pour moi?» Quelqu'un qui va savoir nous écouter, voilà, juste nous entendre pleurer sans nous donner forcément des conseils ou chercher à minimiser ou nous faire voir le positif, comme c'est souvent, le cas. «Oh mais c'est pas si grave, t'inquiète pas, ça va passer». Oui, mais d'abord j'ai besoin de pleurer et de sentir que tu es quand même de mon côté. Et puis qui va pas nous juger, tout le temps, tu vois? Enfin, voilà, donc ça, c'est mon conseil principal, c'est quand on est parent, entourons-nous de personnes qui sont vraiment soutenantes. Ça veut pas dire qu'il faut rayer de la carte toutes les autres, mais il faut avoir un petit groupe où on sait que, voilà, on peut déposer tout le temps en sécurité et qu'on va pas être jugé ou rassuré prématurément, quoi. je comprends. Oui, tout à fait. Et, et c'est vrai que les gens n'ont pas toujours ça dans leur entourage. Alors ils peuvent, mais pas toujours. Et parfois les gens sont peut-être pas tout à fait bien équipés pour écouter sans conseiller, sans Ouais, minimiser. Et il y a une forme, alors moi je les vois en cabinet, j'ai l'impression qu'il y a comme une forme de solitude. Des fois ce sont des parents avec des grands enfants hein, de 20, 25 ans qui ont aussi leurs problématiques à cet âge-là. Et il y a une forme de solitude qui est très touchante, je trouve. Enfin, oui. touchante, oui, Non, mais touchante. c'est clair, hein. C'est vraiment un facteur d'isolement, surtout quand on a, ben, des enfants qui vont être, on va dire, un peu différents, tu vois? Enfin, qui vont avoir des profils, neuroatypiques ou, qui vont, je sais pas, peut-être, pas aimer, les grands groupes ou, des choses comme ça. Du coup, c'est vite un facteur d'isolement et c'est vrai que nous, ce qu'on constate et c'est aussi pour ça qu'on anime des groupes de parents, c'est que quand on a animé un groupe de parents avec, tu vois, entre 6 et 8 séances où les parents, ça va toujours être les mêmes qui vont se revoir, il se crée un réseau de solidarité qui est hyper puissant, qui est vraiment, ben, une bouée de sauvetage, quoi, tu vois? Enfin, c'est vraiment aussi l'intérêt, nous, de ces groupes-là, c'est absolument trouver des personnes qui vont, être à l'écoute et pas nous juger. Pourtant, dans ces groupes, c'est des parents qui, je pense, la plupart du temps, ne se seraient pas rencontrés sinon, tu vois? Mais en fait, voilà, notre humanité, le fait d'être capable de se dire sans,
enfin, avec toute notre humanité et notre vulnérabilité, ben, ça crée vraiment des liens très, très forts et du coup, c'est comme ça aussi qu'on constitue ces tribus, quoi. Mm, mm, mm. Ah, c'est intéressant. C'est dommage que tu sois pas sur la région de Bayonne. Et d'accord. Mm. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Euh, Là, j'ai pas forcément de questions supplémentaires, mais si Ouais. tu as des choses à ajouter, c'est avec plaisir. Eh ben, écoute, alors, j'ai un enfant qui rentre à la maison. Voilà, donc ça, c'est la petite surprise. Qu'est-ce que je pourrais avoir ajouté? Non, bah, je pense que c'est aussi d'avoir le réflexe d'être accompagné, en fait, quand on sent que c'est difficile. Sans forcément attendre que ce soit très, très difficile, que, on soit dans voilà, dans des formes, assez, profondes de mal-être, tu vois? Mais se dire: «Bon, en fait, si j'y vais maintenant, ça va durer aussi, peut-être, un peu moins longtemps et voilà, je vais aussi prendre les choses en main rapidement pour que la voilà, l'équilibre revienne et que ça se refasse, enfin voilà, que je reprenne, une forme de sérénité dans ma vie de parent et pareil dans le couple. Voilà, si je sens qu'il y a, un petit peu d'écart, ne pas attendre que ça soit vraiment, très compliqué, quoi. Parce qu'après, la relation, elle s'est déjà un peu distendue, quoi. Mm. Il ne faut pas attendre que ce soit la catastrophe parce que plus la relation est distendue, plus ça prend et d'énergie et de temps et Oui, de ressources pour recréer un maillage relationnel satisfaisant en fait. exactement. C'est un Ouais, peu comme la fatigue. Plus j'attends de me reposer quand je suis fatiguée, plus il va me falloir de temps de repos pour à nouveau être au top de ma forme. exactement, c'est ça. Je suis super contente de t'avoir interviewé. C'était très intéressant. Bah, merci Vraiment. beaucoup. Allez, je vais tenter un résumé sur ce qui a été dit. Si je reprends les différents éléments globaux, et puis comme ça, tu me diras si j'ai bien compris. Euh, Globalement, tu t'occupes à la fois des couples, des personnes seules en consultation, mais tu t'occupes aussi d'accompagner des groupes et tu t'occupes des professionnels de l'enfance et de la petite enfance pour leur apporter à la fois des outils et une écoute pour mieux vivre la partie relationnelle avec les enfants qu'ils accompagnent. Ouais, Pour faire face à cette charge de travail et ce côté éclectique, enfin pas éclectique, mais dit, oui, si je veux dire les éclectique, triple dans ta mission, tu as choisi de t'organiser par semaine et donc de travailler en bloc, en fait, une partie accompagnement individuel ou de couple, et puis après la partie collective. Et globalement, ce qui t'anime, c'est de pouvoir faire émerger je veux dire, la sensibilité ou la manière dont les personnes ont vécu leur histoire d'enfant pour ensuite créer celle qu'ils donnent à leur propre enfant. Et le but, c'est d'arriver à être le plus conscient, avoir le plus de clarté sur comment on a été éduqué pour garder ce qui doit être gardé, transformer ce que l'on a envie de transformer avec des questions telles que quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants et comment est-ce qu'on choisit d'éduquer, quelle est la forme que va prendre notre éducation, sachant que ça va changer tout au cours de notre vie et aussi au fil de l'évolution de l'enfant. mmh, Euh, Lorsqu'il y a un moment de décentrage ou d'émotionnel, une partie émotionnellement compliquée, tu proposes à la fois de prendre conscience, de sentir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et ça, c'est une pratique qui s'entretient et qui se développe sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, qui peut se développer à travers des pratiques comme le yoga, par exemple, les exercices de respiration ou d'observation. ouais. Et donc, ce temps d'observation, tu le trouves intéressant
parce qu'il permet petit à petit de déterminer les stimuli qui Mmh. génèrent des émotions, en particulier. Et une fois que les déclencheurs sont observés, on peut aussi observer comment ça se concrétise cette, Mmh. difficulté d'autorégulation. Et après on a des techniques, telles que crier, respirer, déchirer, pleurer, ou même pourquoi pas taper dans un coussin. Alors ça tu l'as pas dit mais, je Mmh. l'ajoute parce que ça me vient. Et globalement, en conseil, annexe, tu proposes vraiment que les personnes arrivent à se créer un univers, un réseau, un village de personnes soutenantes parce que la vie de parent n'est pas un long fleuve tranquille et que chaque parent a, à un moment donné, besoin de se confier, d'être écouté à la fois sans jugement, mais aussi sans que la personne lui conseille quelque chose, sans minimiser les émotions. Mmh. Ça, c'est vraiment nécessaire, pour le bien-être, parental et c'est aussi important de se faire accompagner avant que ce soit la catastrophe, Mmh. parce que ça permet de prendre les choses plus rapidement en main et surtout de les résoudre, plus rapidement aussi. Ouais. Est-ce que, tu vois autre chose? Bah, non, c'est un sacré, chouette résumé que tu as réussi à faire. Non, non, ça me paraît, non, non, ça me paraît, déjà pas mal. Ouais. OK, bon, bah, super. Je te remercie beaucoup pour cet échange. Bah, On se merci à toi, retrouvera Justine. peut-être sur un autre échange ou peut-être une thématique plus précise ou en particulier, on pourra peut-être y réfléchir. Ouais, carrément. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci à toi, Justine. Bonne fin de journée aussi. Merci.